Bonjour, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, aux chers internautes à travers le monde. Encore une fois, nous allons nous rendre du côté de la République dominicaine, Santo Domingo, où il y a eu, comme vous savez, la passation de pouvoir, la fin de cycle, la fin d'une ère. Et c'est ainsi que nous allons avoir notre ami, confrère Henri Ebra, économiste basé à Santo Domingo, en République dominicaine. Henri, c'est un grand plaisir de te retrouver après tout ce temps. Kessler, merci beaucoup de cette occasion de renouer le contact avec nos amis et nos voisins haïtiens. C'est vrai qu'on n'a pas été suffisamment, je pense, en contact. Écoute, j'espère que c'est le renouvellement d'un contact un peu plus étroit. Je crois que ce serait bien pour que nous puissions partager nos expériences différentes, mais qui sont les expériences basées sur une même île, dont nous sommes les colocataires tous les deux. Voilà. Tout à fait, tu as bien dit, colocataires. Dis donc, comment vous avez trouvé la passation de pouvoir et comment ça a été? Bon, je sais que c'est très difficile l'environnement au niveau du coronavirus, mais vous avez tenté et vous avez réussi ce passage. Comment a été la passation de pouvoir? Tu sais que finalement, beaucoup mieux que prévu, parce que c'est vrai que depuis l'année dernière, bon, tu te souviens, je sais que tu suis de très très près l'actualité en République dominicaine. Tu sais qu'on a eu une année 2019 très compliquée par les tensions politiques, ce qui est un petit peu une nouveauté en République dominicaine. Il y a eu un projet d'essayer de modifier la Constitution pour permettre à Danilo Medina d'être candidat pour une troisième fois de suite. Suite aux grandes pressions locales, mais également internationales, on se rappelle tous l'appel du secrétaire d'État Pompeo directement à Danilo Medina, lui conseillant de ne pas s'aventurer dans cette voie-là. Le projet de modification de la Constitution est tombé à l'eau. Après, on est rentré dans les primaires l'année dernière, très agité, puisqu'il y a eu donc les accusations de fraude de la part d'un personnage qui reste quand même très emblématique toujours et très influent de la République dominicaine, qui est l'ancien président Leonel Fernandez. Leonel Fernandez a perdu les primaires de son parti, le PLD. Il y a eu de graves accusations, a priori avérées, de fraude, qui ont permis donc à Gonzalo Castillo de gagner la candidature à présidentielle. Et puis par la suite, à partir de là, le climat s'est quand même tellement envenimé. On a eu l'échec des élections municipales dans leur première tentative au mois de février, avec là encore de graves soupçons de fraude, on va dire avérés, mais qui ne seront certainement jamais éclaircis. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a vu des choses qu'on ne voyait pas en République dominicaine, beaucoup de manifestations sur la fameuse Plaza de la Bandera, la place du drapeau, donc devant le tribunal constitutionnel et devant le tribunal électoral. Et c'est cette pression un petit peu de la rue qui a fait que malgré le Covid, les élections ont été repoussées. D'abord, on a eu donc les élections municipales qui étaient séparées des élections nationales et législatives, donc au mois de mars. Ça a été déjà un premier coup de semonce puisque le PLD a perdu la plupart des municipalités. Et ensuite, malgré le coronavirus a obligé donc à retarder les élections qui étaient prévues comme d'habitude pour le 15 mai à début juillet. Et puis finalement, malgré le coronavirus, malgré les tensions politiques, malgré les fraudes que nous avions vues lors de la primaire et lors du premier essai avorté des élections municipales, je crois que le résultat était tellement clair, tellement définitif lors des élections. Luis Abinader a gagné dès le premier tour les élections présidentielles avec pratiquement 53% des voix, a gagné une majorité très très claire au Sénat, un petit peu moins nette à la Chambre des députés. C'est ce qui a permis donc que la semaine dernière, on ait pu faire la transition politique à la date initialement prévue par la Constitution. C'est important de le souligner. Beaucoup de pression donc, sur les nouvelles autorités parce qu'il y a à la fois, il y a les quatre crises en même temps. Il y a la crise sanitaire, le Covid est toujours une situation très préoccupante en République dominicaine. Il y a une crise économique évidente. Au lieu d'avoir la croissance habituelle de 5%, cette année, on va avoir une chute du PIB entre 5 et 7%. C'est
Là, ce n'est plus une récession, c'est une dépression. Une crise sociale à cause du chômage. On a plus d'1 million de personnes, certainement, qui retombent dans la pauvreté. Et puis finalement, un petit peu la crise des institutions, puisqu'il y a de grosses attentes en matière de lutte contre la corruption. Et tout le monde attend que les nouvelles autorités fassent ce qui n'avait jamais été fait en République dominicaine en matière de lutte contre la corruption. Donc, la partie de plaisir de Luis Abinader a eu lieu dimanche. C'était le discours d'ouverture, etc., les nominations des différents ministres. Dès cette semaine, la partie de plaisir est terminée. Il y a énormément de travail, énormément de pression pour les nouvelles autorités, beaucoup d'attentes de la part du public en général. Donc, on va vivre certainement des semaines et des mois très intéressants en République dominicaine. Et comme tu as si bien dit, il n'y aura pas de partie de plaisir, mais ça a été assez impressionnant de voir que ce même dimanche, sortant du Congrès pour aller au palais, installant le gouvernement, les 22 ministres, ça quand même, c'est une bonne planification. C'est impressionnant pour n'importe quel pays au monde. Hein? Oui, alors c'est vrai que je crois que c'est le premier cas d'un gouvernement élu pendant et avec des élections qui ont lieu pendant le coronavirus. Bon, il y a eu quelques exemples d'élections locales. Par exemple, en France, il y a eu des élections municipales qui ont été tronquées. Le deuxième tour avait dû être suspendu. Il a eu lieu une semaine avant les élections présidentielles de République dominicaine. Ce qui est important à souligner, c'est que comme il y a eu une victoire dès le premier tour, ça donne une légitimité beaucoup plus large au nouveau président. La période de transition qui d'habitude est très longue en République dominicaine, parce que si normalement les élections avaient eu lieu au mois de mai avec une victoire au premier tour, on aurait eu pratiquement 3 mois de transition, comme nous avions eu dans les cas antérieurs, puisque la seule fois où on a eu un deuxième tour, ça a été quand Léonel Fernandez a gagné pour la première fois. Donc on parle de 1996. Depuis, toutes les victoires 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020 ont eu lieu au premier tour. Et donc pendant ce petit mois en fait qu'a duré la transition, les choses sont allées assez vite. Je crois que Luis Abinader a eu l'intelligence de ne pas attendre justement dimanche dernier pour annoncer la composition de son cabinet. Et petit à petit, et ça il faut le souligner parce que c'est un changement important dans la communication politique en République dominicaine, toute la communication de ceux qui allaient être nommés ministres avant les décrets, qui ont donc été finalement publiés cette semaine, tout s'est fait par Twitter, par le compte de Luis Abinader, donc par Twitter, a communiqué petit à petit les uns et les autres qui ont été nommés. Et important de le souligner, dans la partie économique, ça a été une des demi-surprises, parce qu'on avait alerté cette possibilité il y a 3-4 mois pour, je pense, donner une image de stabilité. Le gouverneur de la Banque centrale, pratiquement inamovible, l'éternel gouverneur de la Banque centrale, Valdez Albizu, a été renouvelé une fois de plus, et ça a été plutôt bien reçu par les marchés, aussi bien les marchés financiers, aussi bien au niveau international qu'au niveau local. Tu vois que la monnaie nationale, le peso, qui cette année a souffert une dévaluation inhabituelle, parce qu'on a accumulé un peu plus de 14% de dévaluation. Je pense que peut-être ça vous fait rêver chez vous en Haïti, parce que c'est malheureusement un des gros problèmes auxquels vous vous confrontez actuellement. Mais 14% de dévaluation, on n'avait jamais vu ça en République dominicaine depuis la crise bancaire de 2003-2004. Or, les 3 dernières semaines, le peso n'a pratiquement pas bougé par rapport au dollar, ce qui veut dire que pour l'instant, on va dire la transition a été une réussite. Le discours d'ouverture du dimanche a été très bien accueilli. Et jusqu'à présent, bien sûr, ça ne fait qu'une semaine, mais Luis Abinader n'a pas commis de couac, il n'y a pas eu encore de fausses notes, malgré l'énorme difficulté qu'il y a devant les autorités actuelles. C'est vrai que le défi est considérable. Parlant de couac, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Danilo n'était pas présent lors de la présentation du discours d'Abinader? Alors ça, par contre, ça c'est un couac
dans ce qui était, on va dire, bien sûr, il n'y a rien d'écrit, il n'y avait pas de procédure aussi détaillée pour la transmission de la bande présidentielle, de l'écharpe présidentielle, mais il y a toujours eu, depuis 40 ans, je crois depuis 1978, la tradition avait toujours été que le perdant remette lui-même physiquement l'écharpe présidentielle et reste au premier discours devant le Congrès. Danilo Medina est le premier président depuis 1978 à enfreindre à cette tradition. Je peux te dire que très clairement, ça a été très très mal perçu, très mal reçu par la population en général. Est-ce que ça a terni, est-ce que ça a affecté l'intronisation, si on peut le dire ainsi, de Luis Abinader? Bien sûr que non. Je pense que tout au contraire, ça n'a fait que renforcer le désir de changement que très clairement les Dominicains ont exprimé à travers le vote. Parlant de Congrès, il y a eu la présence de Mike Pompeo, c'est peut-être l'un des principaux invités, ainsi que notre président, M. Jovenel Moïse, qui était présent dans la salle. Oui, alors je crois que ça c'est intéressant, parce que, bon, on essaye de décrypter un petit peu comme toujours, dans le message, il y a le dit et le non-dit, et parfois le non-dit est aussi important, sinon plus, que ce que l'on a dit. Je crois qu'il y a un changement d'orientation de la politique internationale de la République dominicaine, d'abord dans le sens où je crois que cette fois-ci, oui, il va y avoir une claire orientation de politique internationale. Je crois que c'était beaucoup moins clair, surtout lors du deuxième mandat de Danilo Medina. C'était beaucoup plus clair avant, au temps de Leonel Fernandez, je crois qu'il y avait une ligne internationale assez claire. D'ailleurs, souvent, on a reproché assez souvent à Leonel Fernandez de s'occuper davantage de la partie internationale que de la partie locale. C'était plutôt le contraire sous Danilo Medina. Et puis surtout, il y avait eu un gros changement qui avait, je crois, affecté très négativement les bonnes relations qui ont toujours eu lieu d'être entre les États-Unis et la République dominicaine. C'est la rupture des relations avec Taïwan, la signature en mai 2018, si je ne me trompe pas, le 1er mai 2018, des relations diplomatiques officielles avec la République populaire de Chine. Et je pense que toi qui es un observateur très aigu de ce genre de manifestation, tu auras observé deux choses. Un, donc bien sûr, oui, la présence de Mike Pompeo, je crois que c'est un signal très ferme. Deux, l'absence de l'ambassadeur de Chine en République dominicaine, on ne l'a pas vu aux cérémonies. Et puis surtout, le fait que dans le discours, le président Abinader, il y a eu deux absences dans son discours, mais je pense que ce sont deux absences choisies. Il y a deux mots qui n'ont pas été employés. Un, secteur électrique. Je crois que c'est la première fois ces 30 dernières années qu'un président dominicain ne fait aucune référence à l'électricité. Et puis surtout, pour en revenir plus particulièrement à ta question, il n'a pas prononcé le mot Chine. La Chine était absente du discours. Alors, est-ce que c'est un changement d'orientation? Ça, on le verra dans les prochains jours. Mais toujours est-il que je crois qu'il y a un réchauffement, il y a un rapprochement tout particulier des relations avec les États-Unis. D'ailleurs, alors je n'ai pas pu vérifier l'information, mais tu l'auras vu comme moi, c'est tellement sur les réseaux sociaux. A priori, il y a une délégation américaine qui est arrivée à l'ambassade américaine à Santo Domingo cette semaine pour épauler les efforts des autorités judiciaires dominicaines dans leur recherche et investigation concernant les thèmes de corruption. Donc je crois qu'on va voir effectivement un rapprochement très net entre Washington et Saint-Domingue, en tout cas un réchauffement par rapport aux relations qui avaient terminé un petit peu plus tendues que d'habitude. Un rapprochement toujours avec l'Union européenne, d'ailleurs ça a été souligné, il y a eu la présence je crois, de la représentante pour les relations étrangères de l'Union européenne, une espagnole. Il y a eu la présence qui n'a pas été remarquée, mais qui pour moi est intéressante, c'est le fait qu'il y avait le chancelier turc qui était là. Alors quand on le met dans le cadre des relations toujours très compliquées entre l'Union européenne et la Turquie, on le voit bien d'ailleurs
ces dernières semaines, il y a de fortes tensions entre la France et la Turquie, la France et l'Allemagne sur le cas de la Turquie. Intéressant de voir que la Turquie donc, a été représentée très clairement là. Et puis bien évidemment, comme je vois ça comme un signal très positif, d'ailleurs il a été salué comme il se doit, la présence du président haïtien en République dominicaine. Je crois que c'est une très bonne chose, parce que définitivement, on verra les mesures qui seront prises, mais je pense qu'effectivement, il va falloir continuer d'essayer d'améliorer les relations. Je sais que c'est toujours très compliqué entre la République dominicaine et Haïti, mais j'ai bon espoir que cette crise du coronavirus et ces nouvelles positives relations avec les États-Unis permettent qu'il y ait une reprise très claire et positive des relations économiques et commerciales entre nos deux pays. Voilà, nous allons prendre la pause, la toute première de cette émission, avant de nous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, 100.1, et le dimanche soir 7h sur la chaîne 52 Télémétropole, le rendez-vous économique. Cette émission sera disponible, bien sûr, sur l'Internet, sur le réseau de Radio et Télémétropole. Nous retournons encore à Santo Domingo. Mais quand même, Henri, donc je te remercie encore d'apporter ces informations pour nous. Je veux rester quand même sur le plan international, puisque cette semaine, le nouveau chancelier Roberto Alvarez a rencontré l'ambassadeur chinois Ron, qui était absent, et comme tu l'as si bien dit, on n'a pas cité une fois le nom de la Chine, un poids aussi lourd quand même, avec le choix fait par Danilo Medina. Est-ce que Abinader veut jouer et la carte chinoise et la carte américaine? Est-ce que ce sera facile à le faire? Écoute, je crois qu'il va falloir que la diplomatie dominicaine soit suffisamment talentueuse pour maintenir des relations privilégiées, évidemment, avec les États-Unis, parce que c'est 2 millions de Dominicains, mal comptés, qui vivent aux États-Unis. Les États-Unis restent et resteront le partenaire principal de l'économie dominicaine. C'est 40% du tourisme, c'est 80% des transferts, les remessas, les fameuses remessas. Mais qu'est-ce qui a expliqué que Danilo ait décidé de couper les ponts avec les États-Unis, comme tu l'expliques aussi bien, le poids des États-Unis dans l'économie dominicaine? Alors, je sais pas s'il avait vraiment réalisé à quel point le choix d'abandonner les excellentes relations qu'il y avait avec Taïwan, oui, et d'établir des relations, ce qui me paraît très bien aussi, parce que c'est difficile quand même de refuser d'avoir des relations diplomatiques avec la première et ou seconde puissance économique au monde. La Chine est un acteur indispensable aujourd'hui sur tous les échiquiers. Donc, ne pas avoir de relation avec la Chine, je pense que c'est plutôt un inconvénient qu'un avantage. Mais, effectivement, il faut le remettre dans le cadre de ce qui est l'environnement régional. La République dominicaine, tout comme Haïti, son avantage et son inconvénient, c'est que nous sommes à la frontière de tous les empires coloniaux. Mm-hmm. On est donc, et je crois qu'il y a un livre magnifique de Juan Bosch là-dessus, qui raconte bien toute l'histoire si agitée de nos deux pays. On ne peut pas l'analyser si on ne prend pas en compte que la position géopolitique de notre île nous place à la ligne de fracture, toujours d'empire. Alors, ce ne sont pas nécessairement les mêmes qu'il y a 3 ou 4 siècles en arrière, mais on arrive toujours à être à la frontière des empires. Donc aujourd'hui, je crois que la stratégie diplomatique de Luis Abinader, c'est d'avoir d'excellentes relations avec les États-Unis, de pouvoir avoir des relations importantes, continuer d'avoir des relations avec la Chine, parce qu'on les avait déjà avant. D'un point de vue commercial, la Chine était déjà le 2e principal fournisseur de la République dominicaine. Donc il faut qu'on puisse avoir de bonnes relations avec la Chine sans avoir de mauvaises relations avec les États-Unis, continuer d'avoir des relations avec l'Union européenne,
puisque c'est très important en termes de coopération, puis on va dire aussi de relations d'origine culturelle. Et puis finalement, je crois que là, il y a également un rôle à jouer dans les relations régionales. Et on voit bien aujourd'hui qu'un des enjeux du Covid, c'est de montrer que, bon, les États-Unis, ils ont la planche à billets, ils s'en sortiront. L'Union européenne a beaucoup de programmes qui sont ces programmes. Ils vont d'abord céder entre eux, ce qu'on va dire, à la limite, c'est bien normal. Qu'est-ce qui nous reste à nous ? Régionalement, est-ce que nous existons ? Je crois qu'il y a la volonté de la part de Luis Abinader de reprendre un rôle que avait essayé de jouer la diplomatie dominicaine au temps de Leonel Fernandez, se poser un petit peu plus au niveau international. Une façon de peser, c'est également peut-être de convoquer une cumbre régionale, un grand sommet régional dans lequel les Amériques, alors avec ou sans les États-Unis, mais on va dire peut-être que le sud des Amériques, le sud de notre continent, donc l'Amérique centrale, là où les Caraïbes, suivant comment on veut les appeler, et l'Amérique du Sud, je pense qu'il va falloir que nous établissions de nouvelles coopérations, de nouveaux programmes entre nous, parce que sans ça, nous continuerons d'être la troisième roue du carrosse. Tout à fait. Arrivons maintenant aux deux locataires de l'île, comme tu l'as si bien dit. Et est-ce pour la première fois, tu vas éclairer ma lanterne, qu'on n'a pas ressenti dans cette dernière élection la présence d'Haïti, même de l'anti-haïtianité qu'on a généralement surtout utilisée par les nationalistes, entre guillemets, au niveau de la République dominicaine. Est-ce qu'Abinader a coupé les ponts avec ce courant-là que Fernandez courtisait parfois au niveau électoral? Donc, et tu sais aussi bien que moi qu'il y a eu dans le projet de campagne d'Abinader, on a mis beaucoup d'informations sur Haïti. Est-ce que tu ressens un changement qu'il va y avoir? Est-ce que c'est une nouvelle génération qui dit « Ok, d'accord, on n'est plus avec Trujillo, Balaguer et même Fernandez qui ne disait pas clairement ce qu'il voulait faire ». Dis-nous, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, je crois qu'il y a l'occasion, effectivement, d'établir de meilleures relations. D'abord, pour ça que j'utilise sciemment le terme de colocataire, parce que, on va être clair, à terme, je crois qu'il n'est pas, c'est même pas une question d'être souhaitable ou pas souhaitable, il n'est pas viable que l'île puisse se développer comme elle le fait, avec le côté droit ou le côté oriental qui s'est développé très rapidement dans un sens, et l'autre côté qui s'est développé plutôt dans la mauvaise direction. Ça, je crois qu'à terme, ça pose de graves problèmes en termes de ah oui, j'aime dire c'est possibilité de développement. J'aime dire c'est le principe des vases communicants. Donc ça va ramener vers le bas. Évidemment. Or, donc, les vases communicants, ils existent, ils sont là. Il y a deux vases, et effectivement, ils sont communicants. Ça, c'est bien naturel. Et donc, ils vont communiquer pour les choses positives et pour les choses négatives. Tout à fait. Et donc, je crois que pour tout le monde, peut-être pas pour tout le monde, mais quand même pour une majorité de gens, et surtout dans la crise que nous affrontons, je crois qu'il est très clair deux choses. Un, et je crois que ça a été très clairement dit par Luis Abinader et par le nouveau chancelier. Le problème d'Haïti ne doit pas être que le problème de la République dominicaine. La République dominicaine est concernée au premier titre, puisque nous sommes les colocataires de la même île, et nous sommes, comme tu l'as si bien dit, deux vases communicants. Mais il faut que la solution de tous ces problèmes-là vienne de la communauté internationale. Surtout maintenant. Enfin, déjà avant, la République dominicaine n'avait pas du tout les moyens ni financiers, ni économiques, ni sociaux, ce que tu veux, pour pouvoir toute seule affronter cette situation. Donc il faudra absolument, effectivement, qu'il y ait des coopérations. Je vois avec beaucoup d'espoir la possibilité que tout autour des 6 ou 7 provinces frontalières dominicaines, on puisse effectivement développer des programmes de partenariat
qui doivent être tripartites. Je pense que les seuls partenariats qui puissent fonctionner aujourd'hui, il faut qu'on ait absolument, et ça c'est la condition sine qua non posée par la coopération internationale, il faut qu'il y ait des interlocuteurs haïtiens et des interlocuteurs dominicains qui sachent se parler et qui soient stables. Ça, c'est très important. Ça, je sais que ça a toujours été un petit peu une des grosses interrogations. Est-ce que les interlocuteurs que nous allons avoir dorénavant en Haïti puissent donner des gages de stabilité? Ça, c'est très important. Mais on ne pourra pas résoudre le problème simplement entre Haïtiens et Dominicains. Il faut qu'on ait la participation de la communauté internationale. Je pense qu'il y a eu certaines initiatives dans le passé qui ont juste besoin d'être reprises, d'être réactivées. J'ai vu des initiatives comme le projet Laredo. Je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui, mais je crois qu'il faut profiter justement de l'avènement d'un nouveau gouvernement qui est une nouvelle génération. Je crois que de la même manière que le Covid nous oblige tous à fermer une parenthèse, je crois qu'il y a un cycle économique qui se referme. Beaucoup de questions autour de la globalisation sont posées aujourd'hui. Il va falloir chercher des nouvelles réponses face à tout ça. Mais je crois qu'ici, défini en République dominicaine, il y a un cycle politique qui vient de se refermer. Souhaitons et faisons en sorte que ce nouveau cycle politique puisse permettre d'avoir de meilleures relations entre nos deux pays. Parce que ce qui est bon pour Haïti est encore meilleur pour la République dominicaine. Moi, je ne perds pas de vue que la République dominicaine est le pays qui a le plus à gagner à ce que l'économie haïtienne puisse redémarrer, puisse se renforcer, puisque, tu l'as si bien dit, il y a des vases communicants. Donc souhaitons qu'effectivement on puisse voir dans un futur pas si lointain de bons signaux de développement dans ce sens-là. Dis-moi comment on a interprété la présence d'un président haïtien en ce moment, cette nouvelle ère. C'était l'un des rares présidents à être présent quand même pour cette passation de pouvoir. Comment on a apprécié ça? Je crois que c'est positif. Écoute, c'est vrai ce que tu as dit. Je n'ai pas senti cette fois-ci la présence d'Haïti pour les côtés généralement très négatifs et très irritants dans le discours politique. Et évidemment très irritant dans la relation entre la République dominicaine et Haïti. Bon, il est clair que le positionnement politique de Luis Abinader est sur le thème, on va dire, sur le thème haïtien, il est beaucoup moins marqué et beaucoup moins nationaliste que, par exemple, un positionnement de Leonel Fernandez. Dans les alliés de Leonel Fernandez, tu retrouves des partis qui sont très nationalistes. Ces partis-là ont constitué ce qui est aujourd'hui la troisième force en République dominicaine. Suite à la rupture dans le PLD, aujourd'hui, le nouveau parti, la Fuerza del Pueblo, le nouveau parti de Leonel Fernandez, faut pas oublier, grâce à son alliance de fait dans les élections sénatoriales, a obtenu pratiquement un quart des sénateurs. Il est aujourd'hui au Sénat, il est la deuxième force. Il n'est pas la deuxième force à la Chambre des députés. De loin, le PLD de Danilo Medina a gardé une très forte deuxième place à la Chambre des députés. Par contre, au Sénat, il a finalement obtenu moins de sénateurs que Leonel Fernandez, puisque donc Leonel Fernandez a gardé son alliance avec les partis plutôt, on va dire, conservateurs, traditionnels et nationalistes. Je n'ai pas entendu jusqu'à présent dans les partis alliés, tout au contraire, puisque les partis alliés de Luis Abinader viennent plutôt de l'autre échiquier, de République dominicaine. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Et également, je crois que le résultat des élections américaines au mois de novembre, si elles ont bien toujours lieu au mois de novembre, on ne sait jamais avec le Covid, je pense que le résultat des élections américaines continuera d'avoir une influence. C'est pas la même chose d'avoir le Parti démocrate ou le Parti républicain, indépendamment de qui, du Parti démocrate ou du Parti républicain.
est à la Maison-Blanche. Donc on sait que ça aussi, ça peut avoir une influence et positive et négative, parce qu'on se rend compte qu'il y a rien de complètement monolithique dans nos relations. Hein. Tout à fait. Et arrivons au discours, et particulièrement la zone frontalière qui nous intéresse. J'ai entendu Abinader nous parler du port de Manzanillo, comme vous savez, qui a fait beaucoup de bruit en République dominicaine. Et il a parlé également de Barahona, un vieux projet que tu connais bien, toi et moi, à savoir la zone touristique. Donc ce sont des choses qui nous intéressent, certainement. Est-ce que le port de Manzanillo, stratégiquement, est-ce que c'est bon pour Haïti? Parce que si vous prenez tous les projets qu'il y a du côté de Ouanamet avec les Dominicains, ils pourront facilement y aller. Ça peut quand même être un désavantage compétitif pour Haïti. Tandis que du côté de Barahona, si on pouvait lier le sud-est avec Barahona, tu sais, tous ces projets qui sont là. Donc, analyse pour nous comment Haïti devrait se retrouver dans cette partie du scoop, parce qu'il y a une force quand même qui a pris le pouvoir, c'est la zone de Cibao, c'est je pourrais dire, Puerto Plata et Santiago. Donc, le pouvoir s'est balancé dans une zone, tout ça, ça va jouer stratégiquement. Donne-nous la lecture de tout ça. Oui, je crois qu'on va voir... on va voir de nouvelles zones de développement. On va avoir, je crois, un certain redéploiement des priorités en matière de développement, et c'est bien parce que on a un pays qui est encore très déséquilibré en termes de développement. Tu vois, une richesse très concentrée, évidemment, sur Santo Domingo et Santiago. Santiago a beaucoup plus de relations avec Haïti que la capitale. L'Est du pays s'était énormément développé grâce au tourisme. Bon, là, il y a un coup d'arrêt très important. Là, il y a une situation très compliquée pour tout ce qui est l'Est du pays. Donc tu parles de la Romana, la Altagracia, la Romana, la Provincia Altagracia, Punta Cana, où il y a une communauté haïtienne très, très, très importante. Ah, ok. Une communauté haïtienne très importante qui, je pense, est très, très, très négativement impactée par la fermeture du secteur tourisme. Je n'ai pas vu de chiffres, mais j'imagine que, par exemple, au niveau des transferts des Haïtiens de République dominicaine vers Haïti, ça doit se sentir, parce que là, il y a vraiment une très, très forte chute d'activité. Par contre, effectivement, je crois que ça va rééquilibrer. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Si tu regardes les 3 projets phares qui ont été annoncés par le président Abinader, 2 concernent le nord de l'île, donc la construction de l'autoroute de l'Ambre, ce qui va faire en sorte que Puerto Plata sera la plage, finalement, de Santiago. On sera à 20 minutes. 25 minutes à peu près. 25 minutes. Ça, donc, Puerto Plata devient la plage de Santiago. 2, le projet, évidemment, très ambitieux de développement de toute cette zone économique de Manzanillo-Monte Cristi. Et là, je crois qu'effectivement, c'est un développement qui doit intéresser la relation dominico-haïtienne, puisque naturellement, ça créerait une nouvelle porte de sortie pour les produits haïtiens. Donc, je crois que ça, c'est un point intéressant. Et puis finalement, enfin, un développement sur le sud, avec le tourisme à Pedernales. Et là, on verra après, il y aura des choix intéressants à voir en termes d'aéroports. Est-ce que ce sont des nouvelles facilités, des nouvelles installations à Pedernales? Est-ce que c'est terminé l'aéroport de Barahona, de concrétiser Barahona, où il y a un aéroport, mais il y a des travaux à faire sur la piste. Je pense que toutes ces choses-là sont positives, et je crois que là aussi, tout ce qui va être bon pour la zone frontalière dominicaine doit servir également, doit être un motif de bonne nouvelle pour Haïti. On verra après les développements ferroviaires. Est-ce que ça pourra être à terme une façon de mieux développer et de mieux formaliser également les relations entre les deux pays? Moi, je crois que c'est si l'on veut le voir comme ça, c'est probablement le début d'une nouvelle ère dans les relations entre la République dominicaine et Haïti. Beaucoup de gens ne voient Haïti que pour les parties évidemment problématiques pour la République dominicaine, c'est clair.
moi je fais aussi partie de ceux qui voient que Haïti a été, sur beaucoup de domaines, une bonne nouvelle pour la République dominicaine. Et je pense que devant nous, si on s'en occupe, si on s'y attache, je pense que le futur apportera beaucoup plus de bonnes nouvelles et d'opportunités que le contraire. Par contre, si ni du côté haïtien ni du côté dominicain, on s'en préoccupe et on attend encore une fois qu'éventuellement vienne la lumière de l'extérieur, déjà qu'elle ne venait pas avant le coronavirus, elle va venir encore moins maintenant. Donc je crois que c'est à nous, des deux côtés de la frontière, de faire en sorte qu'on puisse monter des projets que la communauté internationale voit comme des projets intéressants. Et je crois qu'il y a suffisamment de matière entre les deux pays pour pouvoir faire ce genre de projet. Donc, tu vois, je suis très content qu'on ait cet échange aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai plus d'échange avec Haïti. Et je pense que, tu vois, cette conversation que nous avons aujourd'hui peut être une excellente démonstration que depuis dimanche dernier, peut-être, certaines choses ont positivement changé dans la relation entre nos deux pays. Et j'aspire, tu vois, Kessner, que des gens comme toi et moi, nous puissions être ces facteurs et ces agents de changement positif. Je pense que si très humblement, nous pouvons avoir un rôle à jouer, c'est celui-ci. Et déjà, tu vois, le fait de se parler. Quand on se parle, on se dit les choses, on se présente les choses, et ça permet d'évacuer tout un tas d'imaginaires. Et souvent, les imaginaires ont fait beaucoup de tort à la relation entre les deux côtés, je crois. Donc, je vois ça de manière tout à fait positive, et je te réaffirme toute ma bonne disposition à ce que ce ne soit pas une conversation qu'on a tous les 4 ans quand on change de président ou quand on nomme un nouveau président. Vraiment, j'appelle de mes voeux que cette conversation que nous avons aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé dimanche, soit le commencement d'une conversation beaucoup plus fluide, beaucoup plus présente, et que ça nous permette, pourquoi pas, d'échafauder ensemble des projets qui permettent que les choses qui vont permettre d'améliorer la situation en Haïti, grâce à tes vases communicants, c'est vrai, ça finira par être une bonne nouvelle pour ce que j'appelle, moi, les deux colocataires. Tu vois, nous sommes 2 colocataires et nous avons des vases communicants. Et heureusement, parce que le pire qui puisse nous arriver, que nous continuions d'être colocataires et que nous n'ayons plus de vases communicants. Parce qu'alors là, c'est le conflit. Et là, on rentre dans des choses que je crois que ni vous, ni nous, nous souhaitons. Donc, Kessner, je te remercie profondément. Moi, te remercie pour ta disponibilité également. Que tu nous as donné de pouvoir reprendre le contact, renouer ces contacts, parce que c'est la meilleure manière de construire du positif. Et c'est ce qui est notre petite responsabilité à nous, c'est peut-être celle-ci. Donc, vraiment, toutes mes félicitations pour d'avoir pris cette initiative. Et sachons, gardons le contact cette fois-ci. Tout à fait. Nous allons prendre une pause et nous retrouvons pour la dernière partie de l'émission notre invité Henri Ebra, qui est basé en République dominicaine, un vieil ami qu'on se connaît bien et on fait des échanges, comme on dit si bien dans notre jargon, un nouveau cycle économique. Voilà, merci. On prend la pause. Je vous rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, et le dimanche soir 7h, le rendez-vous économique. Cette émission sera disponible sur YouTube pour que vous puissiez revoir quand vous le voulez. Nous avons un vieil ami, Henri Ebra, ça fait longtemps déjà qu'on ne s'est pas vu, donc comme il a si bien dit, les élections dominicaines, la passation de pouvoir, ça nous permet de nous retrouver. Mais Henri, comme tu as dit si bien dit, il ne faut pas laisser les initiatives exclusivement aux politiciens. Je pense que la société civile, le secteur des affaires, ils doivent s'y mettre en quelque sorte. Essayons d'analyser du côté des Dominicains. Quel intérêt le secteur des affaires? Lorsqu'on parle des Ranieri, des Azouri, des Vicini ou encore les Ménès, comment ils interprètent le rôle d'Haïti, ce marché qui ont intérêt également à développer, les relations entre les secteurs des affaires? Comme observateur, qu'est-ce qui bloque
un échange beaucoup plus étroit. Au lieu de penser à 12 millions d'un côté, 10 millions de l'autre, on pourrait réfléchir les 20 millions d'êtres humains, les colocataires, j'aime bien ce terme, et comment on pourrait vraiment avoir un marché beaucoup plus important et développer cette économie, comme tu l'as si bien dit, pour la prospérité et le bien-être de cette île. Et ça, ce sera possible que si effectivement la transformation et le changement, qui est un petit peu le mot-clé de la campagne de Luis Abinader, puissent s'opérer. Et tu sais, je crois que une des petites... Bon, il n'y a pas beaucoup de similitudes, on va dire, aujourd'hui, entre Haïti et la République dominicaine. Mais si je peux me permettre, là où je vois une similitude, c'est que, bon, avec des manifestations peut-être un petit peu différentes, les affaires, aussi bien en Haïti qu'en République dominicaine, ont toujours été dominées par quelques groupes. Bon, est-ce bien différent dans d'autres endroits d'ailleurs? Je me pose la question. Mais bon, on n'est pas ailleurs, on est ici. Donc parlons d'ici. Tu as mentionné quelques noms qui sont des noms très emblématiques. Il t'a manqué peut-être Corripio, les Bonetti, mais Corripio certainement peut-être le plus important aujourd'hui avec les Vicini. Bon, je crois que ce sont des groupes qui ont toujours eu certaines relations avec Haïti complexes. Et je crois qu'aujourd'hui, ces groupes-là vont devoir accepter que la République dominicaine cherche à se transformer. Aujourd'hui, si tu veux, un des problèmes que nous avons en République dominicaine, certes, nous avons une forte croissance économique, mais cette croissance économique n'a pas nécessairement permis à toute la population d'améliorer son niveau de vie. Déjà, il y a 30 ans de croissance exceptionnelle, la croissance la plus forte de toute l'Amérique latine, et malgré tout, la plupart des gros défis de la société, en tant que société, sécurité, éducation, santé, électricité, le problème de l'accès à la nourriture, il y a encore énormément de choses à faire parce que nous avons une croissance qui n'arrive pas à être bien distribuée. Ça, c'est un des gros enjeux de ces transformations. Et je pense que si ces transformations permettent de libérer l'économie au-delà des groupes habituels, et je ne te dis pas qu'il n'y ait pas de la résistance face à ça, ce qui est naturel, on va dire, du point de vue de ces grands groupes, ce qui n'est pas acceptable, du point de vue de la majorité des gens, et je m'inclus dans cette majorité des gens. Je pense que dans la mesure où on va être capable de transformer l'économie, de faire qu'elle soit plus participative, que les petites et moyennes entreprises, que les petites entreprises puissent davantage s'impliquer et bénéficier de la croissance économique, que le secteur informel, qui reste toujours très important, à 60% de l'économie dominicaine est toujours informel. Dans cette mesure, à ce moment-là, le poids relatif de ces 5, 6, 10 grands groupes continuera d'être là, puisqu'ils sont grands. Ils sont grands, ils ont beaucoup d'argent, donc ils auront toujours plus d'argent. Mais leur influence, leur capacité d'influence va à diminuer. Ça, c'est un des gros enjeux de ces 4 prochaines années. Dans la mesure où va se libérer un petit peu plus l'économie au niveau local, je pense que ça devrait permettre d'améliorer, de multiplier de meilleures relations entre la République dominicaine et Haïti, de telle manière qu'il n'y ait pas non plus là une confiscation des bons éléments, de ce que représentent par exemple ces groupes. Ces groupes se bénéficient sans aucun doute de la relation avec Haïti, mais avec le coût que ça a, ce coût en fait il repose sur le reste de la population qui n'a pas le bénéfice de la relation avec Haïti. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer là-dessus, mais je crois que, si tu veux, c'est la fin d'un cycle politique, définitivement, et j'aspire de mes voeux que certains des nouveaux législateurs qui ont été élus, tu vois, une personne comme le sénateur le plus voté du pays, qui est Antonio Taveras Guzmán, qui est quelqu'un que je connais bien, avec qui je travaille, qui est le sénateur élu pour la province Saint-Domingue, qui représente 25% de l'électorat du pays,
c'est quelqu'un qui vient, oui, du milieu des affaires, mais pas du milieu des affaires traditionnelles. C'est d'ailleurs, ça a toujours été dans le milieu des affaires quelqu'un un petit peu plus contestataire, okay, et qui a une vision beaucoup plus sociale et beaucoup plus humaine de l'économie. Donc, une économie à visage humain, je pense que c'est à visage plus humain, c'est une économie qui devrait permettre d'avoir de meilleures relations et de mieux appréhender la relation entre nos deux pays. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais voir la prochaine semaine, les prochains mois. Je suis conscient que ça prendra du temps. Parce que y a-t-il une émergence d'une nouvelle classe d'affaires, puisque vous venez de citer nouveau groupe là, où ça qu'on placerait Abinader et dans le secteur ciment, et sa famille également investie dans l'éducation? Est-ce que c'est l'émergence? Est-ce que c'est différent des anciens codillos économiques, si on peut parler ainsi? Alors bon, il ne t'aura pas échappé que ce pouvoir économique a su à un bon moment appuyer Louis Abinader. Ces groupes économiques ont toujours eu, alors ça fait partie de leur talent, arrivent toujours à avoir de bonnes relations avec le pouvoir en place, c'est évident. Mais ils avaient eu de très bonnes relations avec Danilo Medina. Et d'ailleurs, ça leur a presque joué un tour. À un moment donné, le patronat, donc le CONEP, a eu des relations très très proches avec Danilo Medina. Et donc, il a fallu un petit peu qu'il défasse la bobine de fil, hein, revenir un petit peu en arrière. Et sans aucun doute, parmi l'équipe de Louis Abinader, tu as des représentants, sans aucun doute, très faciles à identifier. La présidence, le ministre de la présidence de ces grands groupes. Ils sont là, ils ont toujours été là. Mais ça, écoute, ça, on le retrouve partout. Oui. C'est évident que les pouvoirs économiques ont intérêt à ne pas laisser, à laisser trop seuls trop longtemps les pouvoirs politiques, parce que ça peut leur jouer des tours, et au niveau politique, et surtout au niveau économique. Donc je crois qu'effectivement, il va y avoir de très bonnes relations, il y a déjà de très bonnes relations entre Louis Abinader et le milieu des affaires. Alors jusqu'où ça va permettre de faciliter ou pas la transformation nécessaire des relations économiques entre la République dominicaine pour que la croissance soit mieux distribuée, je pense qu'on va avoir une première idée de tout cela quand le budget 2021 sera présenté avant le 1er novembre et qui contiendra nécessairement les éléments de grandes réformes économiques auxquelles t'obligent les conséquences du coronavirus. Et donc je pense que les mesures telles qu'elles seront prises nous donnera une meilleure idée de la capacité d'influence des uns et surtout des autres. Très bien. Faut-il rappeler que Abinader est d'origine libanaise, donc homme d'affaires, commerçant, activité économique, il a fait ses classes, je pourrais dire, techniques, donc il est très moderne en quelque sorte, mais comment vous verrez particulièrement sur l'échiquier politique, comment positionner Abinader de la gauche vers la droite? Alors, c'est très intéressant. Si tu regardes dans son équipe économique, tu as un éventail très très large. C'est une espèce d'arc-en-ciel rarement vu. Hein. Tu as des gens qui sont identifiables en étant plutôt proches de secteurs assez conservateurs. Et, enfin, je dis conservateurs d'un point de vue politique, mais donc très libéraux au sens économique. C'est-à-dire non interventionnistes, etc. Très pro-affaires, mais affaires d'un point de vue libéral. C'est-à-dire le rôle de l'État doit être diminué, etc., etc. Mais en même temps, et ça, il faut quand même le souligner, l'architecte du programme économique de Louis Abinader, notre cher ami Miguel, qui est donc l'actuel ministre de l'économie. Notre cher ami Miguel. Voilà, le ministre de l'économie d'Abinader, hein, qui est Miguel Seara Hatton, est quelqu'un qui vient d'un horizon
complètement différente, avec une forte intervention de l'État, une vision qui n'est pas du tout libérale de l'économie, alors que tu verras que le ministre, qui est également un excellent professionnel, le ministre des Finances, Rochi Vicente, lui, il serait plutôt identifié de l'autre côté de l'échiquier. Donc ça va être très intéressant de voir quel va être le résultat, quelle va être la synthèse de tout ça, parce que je ne crois pas que ça se pose en termes de quel est le côté de l'échiquier qui va l'emporter, parce que sans ça, déjà, au niveau des nominations, on l'aurait vu. Je crois que le défi de Luis Abinader au niveau économique, il est lui-même économiste, en plus d'être homme d'affaires. Il est de formation économique, donc ça c'est plutôt rassurant. Je crois que tout le talent va être d'arriver à faire une synthèse entre tout ça, donc être pro-affaires, puisque c'est au secteur privé de créer des emplois, c'est le secteur privé qui devra revenir à une capacité de production qui permette d'être compétitif au niveau de l'exportation, qui est une grosse ambition du gouvernement Luis Abinader, mais en même temps qu'on ait un État qui permette une meilleure distribution de la croissance. Donc ça, je crois que c'est cette espèce de grand écart, ou petit écart, cette synthèse entre les tenants d'un programme économique qui est plus orthodoxe et très, on va dire, très libéral, et de l'autre côté, les tenants d'un interventionnisme que la même situation de crise nous a rappelé pourquoi il est important d'avoir un État qui fonctionne et qui fonctionne bien. Donc ça, je suis curieux de voir l'élaboration du premier budget, qui sera le budget de 2021, qui doit être présenté au Congrès avant le 1er novembre. Peut-être que ça nous donnera d'ailleurs certaines indications de comment ils vont arriver à monter la mayonnaise. Tout à fait. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est assez facile. Il est plus facile de rater une mayonnaise que de la réussir. Tu as raison. On termine avec l'aspect justice. Comme tu sais que il faut reconnaître que le parti de la libération dominicaine a fait un travail quand même extraordinaire en termes de croissance économique, en termes de construction d'écoles, de routes, de santé. Mais le peuple dominicain a dit non, on veut qu'il y ait un changement particulièrement dans cette lutte contre la corruption. D'ailleurs, l'engagement qui a été pris le jour même par les ministres de mettre fin à cette histoire de corruption, comment Abinader va pouvoir satisfaire ce public qui a voté et cette communauté qui a voté Abinader pour dire on veut qu'il y ait une autre image de la République dominicaine, la corruption, basta. Luis Abinader aura réussi son premier mandat de 4 ans s'il arrive à avoir de très bons résultats sur la partie économique. Et alors c'est à la fois facile et difficile parce que tu me diras, il reçoit une situation qui est tellement calamiteuse qu'à la limite, tout ce qu'il va faire permettra de... Mais c'est un défi énorme. Mais s'il n'a des résultats que de ce côté-là, il n'en a pas sur ce que tu viens de mentionner, qui est le thème de la justice, il n'arrivera pas à avoir une gestion à succès. Ce ne sera pas un succès. Donc, la partie justice est très importante. Il ne t'aura pas échappé d'ailleurs que la dernière nomination connue de rang ministériel, ça a été le procureur général, qui est donc finalement Miriam Germán Brito, qui était on va dire la favorite, mais jusqu'au bout, il y a eu beaucoup de suspense pour savoir si elle serait nommée ou pas nommée. Elle a été nommée. Il y a eu déjà certaines annonces de fait, et au-delà des annonces, déjà des décisions de prise. Le ministre de la Présidence, Paliza, qui était le sénateur de Puerto Plata, et le président du PRM, a annoncé qu'il va y avoir des procédures d'audit de lancer sur tous les ministères. Très très bien. Il y a une petite difficulté, c'est que la Cour des comptes correspond encore à la Cour des comptes qui a été nommée sous l'ancien gouvernement, avec des relations plus que très proches entre le président de la Cour des comptes et l'ancien président. Donc ça, je ne sais pas comment ils vont gérer cette partie-là. Il y a des actions déjà de prise contre
Gonzalo Castillo, non en tant qu'ancien candidat présidentiel, bien sûr, qui dit que en tant qu'ancien ministre des Travaux publics, et puis surtout, aujourd'hui, vendredi, ce vendredi, il y a eu le premier interrogatoire à la Procuraduría, qui est la veuve de l'ancien député Juan Esport, qui avait été assassiné. Et donc, sa veuve avait été nommée, puisqu'elle est très proche de la famille de l'ancien président. Elle avait été nommée à la tête d'une institution. Et là, il y a plusieurs cas de possibles scandales de corruption qui sont sortis. Et donc, c'est la première qui a été invitée à boire un café avec les autorités qui sont chargées de lutter contre la corruption. Je crois que la pression est tellement grande au niveau local, mais aussi au niveau international. Je crois que là, les États-Unis n'ont pas caché leur intérêt à ce que les dossiers avancent en matière de corruption, notamment le thème de Odebrecht, notamment le thème de Punta Catalina, l'usine thermoélectrique, que, comme tu l'as fort bien souligné, je crois qu'on ne pourra pas parler de succès d'Abinader s'il n'y a pas, en plus des succès sur la partie économique et sociale, des succès sur la partie de la lutte contre la corruption. Ce serait la première fois, effectivement, que l'on voit des résultats tout à fait concrets. Et crois-moi que, aussi bien que les États-Unis ont l'air d'être très vigilants là-dessus, les mêmes personnes qui sont allées manifester au mois de février et au mois de mars sur la place du Drapeau pour demander de la démocratie, de la transparence dans les comptes, ce sont les mêmes personnes qui pourraient se retrouver très prochainement à la place du Drapeau si elles estiment que ce qui est fait n'est pas suffisant. Henri Hébert, merci beaucoup pour la disponibilité et toutes les informations qui ont été apportées au public haïtien. On prendra rendez-vous après le dépôt du premier budget qui sera en novembre, donc certainement pour savoir comment ce premier budget exprime ce que Abinader avait promis au peuple dominicain. Merci bien. Voilà. En tout cas, Kessner, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris l'initiative de renouveler, de reprendre nos relations. Et vraiment, je te confirme, j'appelle de tous mes voeux que le contact soit beaucoup plus fréquent dorénavant. Nous sommes en contact, continuons d'échanger des informations. Et chaque fois qu'il sera possible, dans un sens comme dans l'autre, eh bien, écoute, je crois que déjà nous, en tant que personnes et professionnels, nous avons à gagner ce genre d'échange. Et si ça permet effectivement à nos pays respectifs, à travers ces vases communicants et à travers cette colocation à laquelle nous sommes prédestinés et destinés, faisons en sorte que ces vases communicants permettent que les colocataires puissent vivre mieux et survivre à cette crise terrible que représente le coronavirus pour nos populations. Tout à fait. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup, Kessner. À très bientôt et bonjour à tous les amis qui nous ont vus depuis Haïti. J'espère qu'on se verra beaucoup plus souvent maintenant. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bien. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices. À la semaine prochaine.